Ibrahim avait 26 ans et une certitude glaciale, sa vie n'était qu'un décor figé. Chaque matin, il enfilait la même chemise blanche, repassée à la main comme un uniforme de soumission, nouait son tablier trop serré et prenait le bus bondé pour rejoindre le centre-ville. Là, dans l'un des restaurants les plus chers de la capitale, il servait des hommes qui ne le voyaient même pas. Des gens capables de dépenser en 1 heure ce qu'il gagnait en un mois. Il leur souriait, il leur disait « Oui monsieur », tout de suite monsieur, pendant qu'il riait, sans jamais croiser son regard. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la fatigue. Ce n'était pas non plus les insultes déguisées ou les ordres aboyés. Non. Ce qui le dévorait chaque jour, c'était ce reflet cruel, celui d'un jeune homme pauvre, écrasé sous les pieds de ceux qui avaient réussi. Car devant lui défilaient des visages familiers. Des garçons de son âge, parfois plus jeunes, qu'il avait connus dans les quartiers poussiéreux. Certains portaient les mêmes habits déchirés que lui, jouaient au ballon avec des chaussures trouées. Aujourd'hui, ces mêmes visages arboraient des Rolex étincelantes, des vestes Gucci, descendaient de bolides dont le moteur faisait trembler les vitres du restaurant. Quand il riait, Ibrahim entendait un fouet. Quand il payait l'addition, il voyait une gifle. Quand il sortait entouré de femmes au sourire trop parfait, il sentait son âme se rétrécir. Lui, il rentrait chaque soir dans une chambre de 12 mètres carrés chez sa tante, comptait chaque billet avant d'acheter une paire de chaussettes, se demandait comment survivre à la fin du mois. Pourquoi eux et pas moi, se répétait-il chaque jour comme une prière maudite. Ce soir-là, en sortant les poubelles derrière le restaurant, un bruit fendit la nuit. Une Lamborghini noire stoppa net devant lui. Les phares déchirèrent l'obscurité comme des lames. Les portières s'ouvrirent vers le ciel. Et quand Ibrahim vit qui en descendait, son cœur s'arrêta. À 13 ans, Ibrahim connaissait déjà le goût amer de la honte. Ses vêtements sentaient toujours la poussière, ses chaussures, données par un cousin plus âgé, laissaient apparaître ses orteils. Chaque matin, il traversait les ruelles sèches du quartier avec un mélange de fierté forcée et de peur muette. Les enfants riaient souvent derrière son dos, murmurant des surnoms cruels, le pauvre éternel, le fils du vide. Ibrahim ne disait rien, mais à l'intérieur, chaque mot était un couteau. Dans ses yeux, une flamme brûlait déjà, il refusait de rester à genoux toute sa vie. Sa mère, une couturière épuisée, passait ses journées à recoudre les habits des autres. Elle lui disait, « Ibrahim, l'argent ne fait pas l'homme, c'est le respect qui le fait. » Mais le respect, personne ne lui en donnait. Son père, lui, avait disparu depuis des années, avalé par la ville ou par sa lâcheté. Ibrahim grandissait entre les fils de couture et les silences lourds de la maison. Le soir, il rêvait d'être riche, de sortir sa mère de cet enfer. Mais le lendemain, il se réveillait dans le même lit cassé, avec les mêmes moqueries prêtes à l'attendre dehors. Plus il rêvait de grandeur, plus la réalité le giflait. Il admirait les garçons du quartier qui avaient déjà de nouveaux téléphones, de beaux cartables, des baskets blanches qui ne touchaient jamais la poussière. Ibrahim, lui, marchait en silence, les poings serrés dans ses poches vides. Il croyait qu'il suffisait d'être intelligent, mais les notes ne remplissaient pas les assiettes, les diplômes n'effaçaient pas les regards moqueurs. À 13 ans, il comprenait déjà que la pauvreté n'était pas seulement une absence d'argent, c'était une étiquette qu'on colle sur ton front, un mot qui t'écrase avant même que tu puisses grandir. Le coup de grâce arriva un après-midi d'école. Il osa écrire un petit mot à Aïcha, la plus belle fille de la classe. Il y avait juste 3 mots, « Tu me plais ». Elle lut le papier, éclata de rire et le montra à tout le monde. Devant ses camarades, elle lança, « Un pauvre comme toi, il croit qu'il peut me parler ?» Les rires explosèrent, bruyants comme des claques. Ibrahim voulut disparaître. Ce jour-là, il prit une décision silencieuse, il ne mendirait plus l'amour, il irait le chercher par la force, par la richesse, par la revanche. Depuis ce jour, Ibrahim ne regardait plus les filles avec admiration, mais avec rancune. Il se promit qu'un jour, celles qu'il avait rejetées pleureraient de le voir leur tourner le dos. Il n'était qu'un enfant, mais son cœur battait déjà comme celui d'un adulte blessé. Chaque rire, chaque moquerie devenait un carburant noir. Et dans ses nuits d'insomnie, il répétait la même phrase en serrant ses poings, « Un jour, vous saurez qui je suis. » Mais à 13 ans, Ibrahim ne savait pas encore que ce vœu allait le mener sur un chemin qu'aucun retour ne pouvait réparer.
À 18 ans, Ibrahim vit son premier échec officiel, il rata le baccalauréat. Pas de deuxième session, pas de miracle. Les mots de l'examinateur résonnaient comme une sentence, ajournée. Son monde s'effondra. Sa mère pleura en silence dans un coin de la pièce. Lui, il serrait son cahier vide de sens. Dans le quartier, certains se réjouirent, d'autres hochèrent la tête avec pitié. Mais ce qui brûlait le plus, c'était la voix moqueuse des voisins, un pauvre sans diplôme reste un pauvre. Ibrahim comprit ce jour-là que son avenir ne l'attendait pas, il devait le forcer. Le lendemain, sans prévenir personne, Ibrahim fit sa valise. 3 t-shirts, un pantalon usé, et quelques billets économisés grâce aux retouches de sa mère. Direction, la grande ville. Il ne savait pas ce qui l'Y attendait, mais il savait ce qui ne l'Y attendait pas, la honte de rester là, coincé dans les ruelles poussiéreuses, éternel raté. Dès son arrivée, il comprit que la ville n'était pas un rêve doré, mais un monstre affamé. Les grands immeubles l'écrasaient, les rues débordaient de bruit, de visages pressés. Ibrahim devint un minuscule point perdu dans une foule qui l'ignorait. Pour survivre, il enchaîna les petits boulots. Cireur de chaussures au coin d'une banque, il respirait la poussière pendant que des hommes en costume passaient devant lui sans même un regard. Livreur de nourriture, il courait sous la pluie pour entendre parfois « Tu es en retard, imbécile ». Aide-marchand au marché, il portait des sacs plus lourds que lui et rentrait le soir le dos brisé. Chaque fois qu'on le payait quelques billets, il voyait dans les yeux des clients une condescendance glaciale. Comme si son existence entière n'avait de valeur qu'en fonction de ce qu'il pouvait porter, essuyer ou livrer. Ibrahim croyait encore, naïvement, qu'en travaillant dur il finirait par gagner le respect. Alors il se levait avant l'aube, il ne comptait pas ses heures, il acceptait tout, même les humiliations. Mais plus il travaillait, plus il comprenait que le respect ne s'achetait pas avec de la sueur. Les clients riches riaient en le voyant courir. Certains lançaient des phrases comme des gifles, « Ces pauvres, ils sont faits pour ça ». Chaque humiliation était un poison lent. Dans son silence, Ibrahim décida, il ne vivrait pas toute sa vie à ramasser les miettes. Il voulait une revanche. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils de cireur sous un lampadaire, Ibrahim leva les yeux vers la vitrine d'une bijouterie. À l'intérieur, un homme de son âge essayait une montre en or. Derrière lui, une fille riait, posant sa main sur son épaule. Ibrahim sentit son ventre se tordre. Lui aussi avait 18 ans. Lui aussi aurait pu avoir ce monde. Mais non, lui cirait les chaussures des passants. Il murmura dans la nuit, « Un jour, on me respectera. Même si je dois tout brûler pour ça. » Et dans son regard brillait déjà la graine noire de la rancune. À 24 ans, Ibrahim avait l'impression d'avoir vendu son âme pour un tablier. Chaque matin, il enfilait cette chemise trop blanche, ce sourire trop faux, et se plaçait devant des clients qui se croyaient des dieux. Dans ce restaurant chic, le luxe n'était pas une décoration, c'était une arme. Les verres en cristal brillaient comme des rappels de sa misère. Les rires des clients résonnaient comme des gifles. Un simple claquement de doigts suffisait pour l'envoyer chercher une bouteille qui coûtait plus cher que 6 mois de son salaire. Ibrahim n'était plus un homme. Il était devenu un serviteur. Les humiliations n'étaient jamais directes. Elles étaient subtiles, déguisées. Un client faisait mine de ne pas entendre sa voix. Un autre posait la carte sur la table sans le regarder, comme on jette une croquette à un chien. Une femme parfumée, couverte de diamants, murmura un jour à son compagnon, « Regarde comme il nous sert avec soin. » Ces pauvres ont vraiment ça dans le sang. Ibrahim avait entendu chaque syllabe. Il se tenait droit, mais à l'intérieur, il tombait en morceaux. Ce restaurant était censé être son échappatoire. Il n'était en réalité que sa prison dorée. Le pire pour Ibrahim n'était pas de servir les riches. C'était de voir dans leurs yeux l'évidence qu'ils ne valaient rien. Chaque geste poli de sa part semblait confirmer leur supériorité. Chaque « merci » froissonnait comme une condamnation. Mais ce qui le détruisait davantage encore, c'était la comparaison. Car à chaque service, il voyait des jeunes de son âge, parfois plus jeunes, assis aux meilleures tables. Ils parlaient fort, dépensaient sans compter, posaient leurs clés de voiture de luxe sur la table comme des trophées. Certains venaient même des mêmes quartiers poussiéreux que lui. Et lui, il les servait à genoux.
Dans sa tête, une phrase revenait sans cesse, « Pourquoi eux et pas moi ?» Ibrahim essayait de se convaincre que leur réussite venait de l'intelligence, du courage, de la chance. Mais plus il observait, plus il voyait autre chose. Ces jeunes n'avaient rien de plus que lui. Certains avaient même été des cancres à l'école, des fainéants, des bagarreurs. Pourtant, il roulait en Lamborghini pendant qu'il comptait ses pièces pour acheter du savon. Ibrahim commença à regarder ses clients non plus comme des modèles, mais comme des énigmes. Il y a un secret. Et un jour, je le découvrirai. Le soir, quand il rentrait dans sa petite chambre, Ibrahim s'asseyait face à son miroir. Il se regardait longtemps, en silence. Parfois, il murmurait, « Tu n'es rien. Tu n'es personne. » Ses mains tremblaient, son cœur battait de rage. Le pire n'était pas de manquer d'argent. Le pire était de sentir que le monde entier lui rappelait sa nullité. Dans ses rêves, il se voyait briser ses murs, renverser ses tables, s'asseoir à la place de ceux qu'il servait. Mais au réveil, il n'avait que ses poches vides et son tablier. Ibrahim savait, sa patience avait une limite. Un soir, en sortant les poubelles derrière le restaurant, Ibrahim entendit un grondement qui fit vibrer le sol. Les phares d'une Lamborghini noire découpèrent la nuit comme deux lames blanches. La portière s'ouvrit vers le ciel, et quand Ibrahim vit qui descendait, son souffle se bloqua. Jonas. Son ami d'enfance. Celui qui portait autrefois des chaussures trouées, qui demandait parfois du pain chez lui. Jonas, aujourd'hui, veste Balmain sur les épaules, lunettes Dior sur le nez, sourire confiant. Ibrahim resta figé, le sac poubelle à la main. Le contraste était trop violent, deux destins, deux mondes, une seule blessure. Ibrahim, lança Jonas, éclatant de rire. « Frère, ça fait longtemps. » Ibrahim esquissa un sourire triste. « Je bosse ici, serveur. » Jonas sortit un cigare, l'alluma sans gêne. « Moi, je fais du business. » Ibrahim fronça les sourcils. « Quel business ?» Jonas haussa les épaules, comme si la question était ridicule. « Un business. Tu sais, faut prendre des risques. » Ibrahim insista, « Dis-moi comment tu as fait. » Jonas eut un regard silencieux, presque moqueur, avant de lâcher, « T'inquiète, toi aussi un jour tu seras dedans. » Puis il monta dans sa voiture. Ibrahim resta planté là, le cœur gonflé de questions. Le moteur rugit et la Lamborghini disparut dans la nuit. Mais Ibrahim ne l'entendait plus. Ses oreilles résonnaient encore du mot « business ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Jonas refusait de dire la vérité? Était-ce de la drogue? Des armes? Des arnaques? Peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'un garçon de la même rue que lui roulait aujourd'hui dans une voiture qui valait plus que toute sa rue réunie. Ibrahim sentit la jalousie se transformer en obsession. Il ne dormait plus. La nuit, ses yeux fixaient le plafond en répétant « Moi aussi, je veux savoir ». Dès lors, Ibrahim changea. Au restaurant, il n'était plus un simple serveur. Il devint un espion silencieux. Il observait les clients, leurs gestes, leurs bijoux, leurs regards. Il écoutait les conversations à moitié couvertes par le bruit des couverts. Il notait dans sa tête les prénoms, les marques de montres, les plaques d'immatriculation. Chaque détail devenait une pièce du puzzle. Il comprit une chose, tous ces hommes riches, sur deux, avaient un point commun. Ils cachaient quelque chose. Derrière leur sourire poli, il y avait un secret invisible. Ibrahim se jura de le découvrir, quel qu'en soit le prix. Un soir, en rangeant des verres derrière le comptoir, Ibrahim fixa son reflet dans le cristal. Il murmura, « Que suis-je prêt à sacrifier ?» Sa voix tremblait. Son esprit bouillonnait. Il ne savait plus si ce qu'il désirait, c'était l'argent, la reconnaissance, ou simplement ne plus jamais être humilié. Une certitude, cependant, le hantait, il ne pourrait plus continuer à servir les riches sans chercher à devenir l'un d'eux. Ibrahim avait l'impression qu'une porte s'était ouverte devant lui. Mais derrière cette porte, il sentait déjà une odeur étrange, un parfum de promesse, mélangé à celui du danger. Ce midi-là, le restaurant vibrait d'un calme prétentieux. Ibrahim servait un homme seul, costume gris, montre brillante, regard froid.
Quand il déposa l'addition avec un « Monsieur, je peux vous demander dans quoi vous travaillez », le silence se fit lourd. L'homme releva à peine les yeux, souffla un rire méprisant et lâcha. « Tu crois qu'on parle avec des gens comme toi ?» Puis il replongea dans son téléphone comme si Ibrahim n'existait pas. Ibrahim resta debout, les joues en feu, le souffle coupé. Tout son être tremblait. Ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était une annihilation. Quelques minutes plus tard, alors qu'il rangeait des verres derrière le comptoir, un homme s'approcha. Costume noir parfaitement taillé, barbe courte, allure calme mais tranchante. Sa voix était basse, posée. « Tu veux changer ta vie ?» Ibrahim le fixa, surpris. « Évidemment, mais je n'ai pas d'argent pour investir. » L'homme eut un sourire sec, presque prévisible. « Et tu n'as pas besoin d'argent. Seulement de courage. » Ibrahim fronça les sourcils. « Pourquoi moi ? Tu gagnes quoi à m'aider ?» Le regard de l'inconnu se durcit. « Je ne fais rien gratuitement. Je prends 30%. Le reste, c'est pour toi. » Le cœur d'Ibrahim battait trop vite. Ses mains devenaient moites. Cet homme ne lui parlait pas comme les autres, il ne le méprisait pas, il lui proposait une porte. Mais cette porte était étrange, inquiétante. Les mots « pas d'argent, seulement du courage » résonnaient comme une énigme. Que voulait-il dire ? Était-ce une arnaque, un piège, un réseau dangereux ? Ibrahim sentait son corps se raidir entre peur et désir. Car au fond, une voix murmurait, « C'est peut-être ça, le secret. » Mais une autre lui soufflait, « Attention, tout ce qui brille a un prix que tu ignores. » L'homme sortit une carte noire de sa poche et la posa discrètement sur le comptoir. « Demain, midi, restaurant Le Majestic. » Demande monsieur. « Si tu veux rester à servir des verres, libre à toi. Mais si tu veux enfin être assis à la table des autres, viens. » Puis il tourna les talons et disparut, laissant derrière lui une odeur de parfum sobre et un vertige dans l'air. Ibrahim serra la carte dans sa main. Sa respiration se bloqua. Son esprit hurlait de méfiance, mais son cœur battait de curiosité. Il ne savait plus s'il devait fuir ou accepter. Le soir, Ibrahim rentra dans sa petite chambre sombre. Il posa la carte noire sur la table et resta assis face à elle pendant des heures, incapable de la toucher à nouveau. Elle brillait comme une clé interdite. Chaque fois qu'il voulait la jeter, il se souvenait des rires des clients, du mépris des riches, du regard de Jonas sortant de sa Lamborghini. Seulement du courage. Ces mots tournaient dans sa tête comme un poison. Ibrahim ne savait pas encore ce qu'il ferait, mais une certitude naissait, sa vie venait de rencontrer une brèche, et rien ne serait plus pareil. Ce soir-là, Ibrahim avait prévu de retrouver Nadia, sa copine depuis 2 ans. Il s'était parfumé avec les quelques gouttes qu'il lui restait, avait ciré ses vieilles chaussures pour paraître présentable. Il espérait partager un moment simple, peut-être même lui parler de ses rêves de changer de vie. Mais dès qu'il arriva au café où il s'était donné rendez-vous, il sentit l'air lourd. Nadia ne souriait pas. Ses bras étaient croisés, son regard dur. Avant même qu'il s'asseye, elle lâcha, « On doit arrêter. Je ne peux plus. » Les mots tombèrent sur lui comme une pierre glacée. Ibrahim resta figé. « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Nadia haussa les épaules, mais sa voix devint tranchante, « Parce que tu es un pauvre inutile. Tu crois que je vais rester toute ma vie avec quelqu'un qui gagne à peine de quoi m'emmener au fast-food ? Ouvre les yeux Ibrahim, tu n'as rien, tu n'es rien. » Les clients du café tournèrent la tête. Elle ne baissa pas la voix. Elle appuya chaque mot comme un coup de couteau. « Je mérite mieux qu'un serveur. » Tu veux contrôler quoi, toi ? Tu ne contrôles même pas ta vie. Ces mots brisèrent quelque chose en lui. Ibrahim sentit ses oreilles bourdonner, son visage brûler. Il aurait voulu disparaître sous la table. Jamais il n'avait été humilié avec une telle cruauté, et devant des inconnus en plus. Ses mains tremblaient, son cœur battait dans sa gorge. Il tenta de dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Nadia se leva, prit son sac et s'en alla sans même se retourner. Les regards autour de lui étaient pires que des insultes, de la pitié. Ibrahim baissa la tête. En cet instant, il n'était plus seulement pauvre. Il était brisé.
Ibrahim erra dans la ville pendant des heures, incapable de rentrer. La phrase de Nadia résonnait dans son crâne, « Tu n'es rien ». Il sentit sa gorge se serrer jusqu'à suffoquer. Quand il revint enfin dans sa chambre, ses yeux étaient secs, mais son cœur était mort. Sur la table, la carte noire du mystérieux homme l'attendait, immobile, silencieuse. Il s'assit devant elle. Pendant un long moment, il la fixa sans bouger. Puis, lentement, il la prit entre ses doigts. Ses mains tremblaient. Une pensée surgit, peut-être que c'était ça, la seule façon de ne plus jamais être humilié. La pièce était sombre, seul l'écran de son téléphone éclairait son visage. Ibrahim tenait la carte d'une main, son portable de l'autre. Ses doigts glissèrent sur les touches, hésitants, tremblants. À chaque seconde, il entendait encore la voix de Nadia, claire, tranchante, « Tu es un pauvre inutile ». Il inspira profondément. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Enfin, il appuya. La sonnerie résonna, froide, interminable. Puis une voix calme, posée, décrocha de l'autre côté, « Je t'écoute ». Ibrahim resta muet une seconde, puis ferma les yeux et lâcha d'une voix basse, « J'accepte ». Le lendemain soir, Ibrahim se tenait devant la porte d'une chambre d'hôtel, le souffle coupé. Le numéro inscrit sur son téléphone résonnait encore dans son esprit, chambre 308, 20h. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient moites. Jamais de sa vie il n'avait ressenti une telle peur. Ce n'était pas une peur d'enfant, ni même une peur d'homme. C'était une terreur viscérale, celle de franchir un seuil dont on ne revient jamais. Devant la porte, il resta figé plusieurs minutes. Chaque seconde sonnait comme une condamnation. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Il finit par lever la main et frappa doucement. La poignée tourna. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître un homme âgé, au ventre rond, au regard vide, sans chaleur. Aucune parole de bienvenue. Juste un signe de la tête, sec, autoritaire. Ibrahim sentit son souffle se bloquer. Son corps devint lourd, son esprit confus. Tout en lui criait de fuir, mais ses jambes ne bougeaient pas. La porte se referma derrière lui, et l'air de la chambre sembla se comprimer. C'était un silence oppressant, presque étouffant. Ibrahim savait qu'il n'avait plus de contrôle. Le piège s'était refermé sur lui. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Son corps entier tremblait, ses mains glacées, sa gorge sèche. La honte s'infiltrait dans chaque recoin de son être, brûlante, insupportable. Chaque geste lui paraissait irréel, comme si son âme s'était détachée pour observer de loin. Ses yeux brillaient de larmes qu'il retenait par fierté. Dans sa tête, les mots de Nadia tournaient en boucle, « Tu es un pauvre inutile ». C'était comme si elle l'avait poussé jusqu'ici. Ibrahim sentait qu'il n'était plus un homme, mais un objet, un corps offert à une transaction dont il ne contrôlait rien. Quand tout fut terminé, l'homme se rhabilla sans un mot. Il ne jeta pas un regard à Ibrahim. Sur la table, il posa une enveloppe épaisse. Puis il sortit, la porte claqua, laissant Ibrahim seul dans la chambre. Ibrahim resta immobile, nu, vide. Son corps tremblait, son cœur battait encore trop vite. Il n'osait même pas toucher l'enveloppe. Après plusieurs minutes, il s'approcha, les mains tremblantes. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de billets. 10 000. Ibrahim resta figé. 10 000 en une seule nuit. 10 000 pour une humiliation qu'il n'oublierait jamais. La victoire avait le goût du poison. Assis sur le lit défait, l'enveloppe dans les mains, Ibrahim fixait le vide. Ses yeux étaient secs, mais à l'intérieur, il pleurait. Il avait gagné plus qu'il n'avait jamais espéré. Mais à quel prix ? Chaque battement de son cœur répétait la même phrase, « Tu n'es plus le même ». Il se leva, enfila ses vêtements à la hâte, et quitta l'hôtel comme un fantôme. Dans la rue, les lumières semblaient plus froides, les passants plus lointains. Ibrahim serrait l'argent contre lui, incapable de savoir si c'était une bénédiction ou une malédiction. Mais au fond, il savait déjà la réponse. La nuit suivant son premier rendez-vous, Ibrahim resta enfermé seul dans une chambre d'hôtel miteuse, le visage enfoui dans ses mains. Les larmes coulaient sans bruit, mais ses épaules tremblaient comme si chaque sanglot arrachait un morceau de lui.
Il se regardait dans le miroir fissuré accroché au mur, ses yeux rouges, son corps fatigué, son âme absente. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» murmura-t-il. À côté de lui, l'enveloppe posée sur la table semblait l'observer, silencieuse, implacable. 10 000. Un nombre qui brillait plus fort que ses larmes. Un chiffre capable de faire taire sa douleur. Il ouvrit l'enveloppe encore une fois. Les billets, neufs et serrés, avaient une odeur étrange, celle d'une victoire qui pue la défaite. Ibrahim les compta un par un, comme pour vérifier qu'ils existaient vraiment. 10 000 en une nuit. 10 000 pour effacer des mois de misère. 10 000 pour acheter enfin des choses qu'il n'osait même pas rêver. Mais en touchant cet argent, il se sentit sale. Il comprit que la pauvreté et la richesse étaient deux prisons différentes. La première t'écrase de l'extérieur. La seconde t'enchaîne de l'intérieur. Et il venait de changer de cellule. Dans sa tête, deux voix s'affrontaient. La première lui criait « Arrête maintenant, tu as encore le choix. Fuis tant qu'il est temps. » La seconde murmurait « Tu as vu ce que 10 000 peuvent faire ? Imagine 20 000. Imagine 100 000. » Ibrahim balançait entre la honte et la tentation. Chaque fois qu'il se souvenait de l'humiliation vécue, son cœur se serrait. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur l'enveloppe, sa respiration s'apaisait, comme si l'argent devenait une drogue. La douleur physique s'effaçait. Mais la douleur morale, elle, s'installait comme une ombre éternelle. Le deuxième rendez-vous arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Cette fois, la somme annoncée était encore plus grande. 20 000. Ibrahim se présenta à l'hôtel, le corps lourd, l'esprit déjà fissuré. Ce qu'il vécut ce soir-là fut pire que la première fois. Aucune douceur, aucun respect, juste un marché brutal où il n'était qu'un objet. Quand tout s'acheva, il resta allongé, incapable de bouger, la poitrine écrasée par une honte qu'aucun billet ne pouvait effacer. Mais sur la table, l'enveloppe attendait. Plus épaisse, plus lourde, plus toxique. Ibrahim comprit que chaque billet était une chaîne autour de son cou. De retour dans sa chambre, Ibrahim vida les deux enveloppes sur le lit. Les billets recouvrirent les draps usés comme une marée verte. Il s'assit au milieu, les yeux vides, le cœur froid. Il venait de comprendre une vérité glaciale, il n'était plus libre. Ce n'était pas un choix, c'était un engrenage. Chaque rendez-vous appelait le suivant. Chaque billet exigeait un nouveau sacrifice. Ibrahim murmura dans le silence, « Je suis déjà prisonnier. » Ses mains tremblaient en caressant l'argent. Ce n'était plus une récompense. C'était une laisse invisible. Et il le savait désormais, la cage s'était refermée. À 26 ans et demi, Ibrahim n'était plus le serveur timide qu'on ignorait. Dans la ville, il roulait désormais au volant d'une Ferrari rouge, modèle 488 Spider, dont le moteur rugissait comme une bête sauvage. Son nouveau loft, perché au sommet d'un immeuble vitré, offrait une vue panoramique sur les lumières de la capitale. Le parquet brillant, les meubles en acier brossé, les bouteilles de champagne alignées dans le frigo. Tout criait luxe. Chaque matin, Ibrahim s'habillait en Gucci, Tom Ford ou Versace. Chaque parfum qu'il portait devenait une déclaration silencieuse, « Regardez-moi maintenant ». Mais plus que ses vêtements ou sa voiture, c'était son image qu'il façonnait. Ibrahim construisait méticuleusement un personnage sur Instagram. Selfies dans des jacuzzis, vidéos dans des restaurants 5 étoiles, photos de montres posées sur des tables en marbre. Chaque publication récoltait des centaines, puis des milliers de « likes ». Dans les commentaires, on lisait « modèle de réussite » ou encore « de serveur à millionnaire, incroyable ». Les gens ne savaient rien de la vérité. Ils voyaient le luxe, ils croyaient aux rêves. Ibrahim comprit alors que dans ce monde, l'argent comptait, mais l'apparence comptait encore plus. Pourtant, derrière ces sourires figés sur les photos, Ibrahim savait. Il savait que chaque montre, chaque voiture, chaque loft avait un prix invisible, payé en silence. Mais l'admiration des autres devenait sa drogue. Plus il recevait de compliments, plus il oubliait ses nuits de honte. Quand il lisait « Frère, tu nous motives », il se sentait presque fier. Comme si la douleur avait été un investissement. Dans son esprit, une phrase revenait sans cesse, le respect, enfin. Il avait échoué à l'école,
il avait été rejeté par l'amour, mais aujourd'hui, il brillait aux yeux de ceux qui l'avaient méprisé. Alors, un midi, Ibrahim prit une décision risquée. Il retourna au restaurant où il avait servi pendant 2 ans, celui qui l'avait humilié, celui où il avait rêvé d'être assis à une table au lieu de les nettoyer. Cette fois, il arriva dans sa Ferrari. Devant la terrasse, les têtes se tournèrent. Les téléphones se levèrent pour filmer. Ibrahim sortit lentement du bolide, lunettes noires sur le nez, parfum enivrant, montre étincelante au poignet. Il marcha vers l'entrée, confiant, froid. Chaque pas résonnait comme une revanche. Chaque regard fixé sur lui était une victoire silencieuse, mais éclatante. Lorsqu'il franchit la porte, le silence tomba dans la salle. Un serveur le reconnut et lâcha, bouche ouverte, « C'est Ibrahim ». Les clients se retournèrent, certains chuchotèrent, d'autres filmaient déjà en cachette. Même le gérant sortit de son bureau, incrédule. Ibrahim s'assit à une table près de la baie vitrée, croisa les jambes, et lança calmement, « Un café, s'il vous plaît ». La scène devint électrique. Le pauvre d'hier était revenu en prince. Mais en fixant son reflet dans la vitre, Ibrahim sentit un frisson étrange. Était-ce de la fierté, ou une autre forme de prison, plus subtile encore? Dans le quartier, le nom d'Ibrahim circulait comme une légende. Les enfants montraient ses photos sur Instagram en disant « Regarde, c'est lui, il habitait ici ». Les anciens chuchotaient « Il a percé, mais comment ?» Certains inventaient des histoires, crypto-monnaies, business caché, investisseurs étrangers. D'autres parlaient de pactes, de réseaux obscurs. Peu importait. Ce qui comptait, c'était que l'ancien serveur, celui qu'on méprisait, roulait désormais en Ferrari et habitait un loft avec vue sur toute la ville. Les regards d'envie remplaçaient les rires de moquerie. Ibrahim savourait ce nouveau pouvoir silencieux, celui de faire taire les langues. Et puis un soir, un message arriva. « Salut Ibrahim, tu as changé. » Le nom s'afficha, Maya. Celle qu'il avait quittée en le traitant de pauvre inutile. Elle réapparaissait, attirée comme une mouche par la lumière de son aura. Ibrahim resta un instant figé devant l'écran. Puis il répondit calmement, « On peut se voir. » Quelques jours plus tard, elle arriva à son loft. Elle entra, éblouie par la vue, les meubles modernes, l'odeur du parfum de luxe. « Waouh, tu vis comme ça maintenant » dit-elle, fascinée. Ibrahim lui sourit. Mais derrière ce sourire, il n'y avait plus d'amour. À l'intérieur, Ibrahim bouillonnait. Il se souvenait encore de ces mots tranchants, « Tu es un pauvre inutile. » Et maintenant, la même bouche disait, « Tu as réussi, je suis fier de toi. » Il la regardait, mais il ne voyait pas Maya. Il voyait une ombre du passé, une cicatrice revenue frapper à sa porte. Ses mains se crispèrent, mais son visage resta doux. Il l'écouta, il rit même à ses blagues. Mais en lui, il se répétait, « Tu n'es pas revenu pour moi. Tu es revenu pour ce que j'affiche. » La rancune était son vrai moteur. Ibrahim décida de l'accepter. Pas par amour. Pas par faiblesse. Mais par vengeance silencieuse. Il joua le rôle du compagnon parfait, attentif, tendre, généreux. Il l'emmena dans les restaurants qu'il n'avait jamais pu payer autrefois. Il lui offrit des cadeaux qu'il n'avait jamais pu s'offrir lui-même. Maya riait, croyant avoir retrouvé un homme transformé. Elle ne voyait pas que derrière chaque sourire, Ibrahim la testait. Il ne cherchait pas à la séduire. Il cherchait à la dominer. Chaque geste doux cachait une froideur glaciale. C'était son théâtre. Et Maya, sans le savoir, était devenue son actrice principale. Une nuit, après un dîner fastueux, Maya s'endormit dans son lit de soie. Ibrahim resta éveillé, assis au bord du matelas. Il la fixa longtemps. Son visage paisible contrastait avec le venin de ses souvenirs. Il murmura à voix basse, « Tu croyais m'avoir brisé. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens la lame. » Ses yeux étaient secs, son sourire absent. L'homme qui la contemplait n'était plus le garçon humilié. C'était un être froid, façonné par la douleur et nourri par la revanche. Le silence de la chambre pesait. Ibrahim savait désormais, l'amour était mort en lui, seule la vengeance vivait. C'était un soir comme les autres,
dans un hôtel discret, fréquenté par ceux qui avaient trop à cacher pour apparaître ailleurs. Ibrahim descendait lentement les escaliers après un rendez-vous, son sourire forcé encore collé au visage. Et soudain, il s'arrêta net. Devant lui, dans le hall, un visage familier. Jonas. Costume sur mesure, parfum fort, montre étincelante. Leur regard se croisa. Le temps se figea. Ibrahim sentit une brûlure dans sa poitrine. Lui, l'ami d'enfance, le voisin de misère, celui qu'il avait admiré et jalousé, il était ici, dans le même monde. La vérité venait d'exploser sans un mot. Jonas s'approcha, hésitant, un sourire maladroit aux lèvres. « Ibrahim, je ne pensais pas te croiser ici. » Ibrahim serra les dents. « Alors c'était ça, ton fameux business ? Tu étais déjà dedans quand je t'ai demandé ton secret. » Jonas baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'avais honte. Et j'avais peur que tu me juges. » Ibrahim éclata d'un rire amer. « Me juger ? Tu m'as laissé croire que tu étais un génie des affaires, que tu avais pris des risques honnêtes. Alors qu'en réalité, tu étais exactement comme moi. » Jonas soupira, ses épaules s'affaissèrent. « Tu crois que j'en suis fier ? Tu crois que j'ai dormi tranquille une seule nuit depuis que j'ai commencé ? » Sa voix tremblait. « On est des marchandises, Ibrahim. On nous paie pour nous taire, on nous paie pour souffrir. Tout ce que tu vois sur moi, mes montres, mes voitures, ce n'est que du maquillage. À l'intérieur, je suis vide. » Ibrahim sentit sa colère se mélanger à un étrange vertige. Lui qui pensait que Jonas était au-dessus, que son ami avait trouvé la clé du succès, découvrait qu'il n'était qu'un autre prisonnier. Les deux hommes restèrent un long moment silencieux, assis dans le hall, à l'écart. Jonas reprit d'une voix basse, « Écoute, Ibrahim. Ce cercle, il ne libère personne. Il t'attache encore plus fort. Mais toi, tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Une présence, une rage, une capacité à inspirer les gens. Tu peux aller plus loin que moi. » Ibrahim fronça les sourcils. « Plus loin ?» Jonas hocha la tête. « Il y a un autre niveau, au-dessus. Là où les hommes politiques et les puissants choisissent qui monter. Et toi, Ibrahim, tu pourrais franchir cette porte. » Ibrahim resta figé, son esprit tiraillé. Jonas venait de briser son mythe et de lui tendre une nouvelle tentation. L'idée d'entrer dans un cercle encore plus fermé, encore plus puissant, le fascinait autant qu'elle l'effrayait. Mais ce qu'il voyait dans les yeux de Jonas était encore plus troublant, une tristesse infinie, celle d'un homme piégé qui ne croyait plus en aucune sortie. Ibrahim comprit que son ami n'était pas un modèle, mais un avertissement. Pourtant, une phrase de Jonas résonnait dans son esprit comme une promesse, « Tu peux aller plus loin. » Et Ibrahim, déjà, s'y accrochait. Dans le silence pesant du hall d'hôtel, Jonas baissa encore la voix, comme s'il craignait d'être écouté. « Ibrahim, il y a une autre voie. » Ces mots avaient la lourdeur d'un secret interdit. Ibrahim le fixa, méfiant. Jonas poursuivit, « Tu crois que la richesse, c'est la fin du chemin ? Non. Ce n'est que la première marche. Le vrai pouvoir, c'est la politique. C'est là que se décident les règles du jeu, là où les humiliés deviennent les maîtres. » Ibrahim fronça les sourcils. Le mot politique sonnait comme un territoire inconnu, mais aussi comme une tentation irrésistible. Jonas se pencha vers lui. « Je connais des hommes très haut placés. Ils cherchent toujours des profils comme le tien. Des jeunes capables de se taire, de jouer le rôle parfait, mais avec assez de charisme pour séduire les foules. Si tu acceptes, je peux te présenter. Tu n'auras plus besoin de subir les hôtels et les regards. Tu seras invité aux tables où se décident les destins. » Ibrahim sentit une sueur froide lui parcourir le dos. L'idée l'électrisait. Mais il devinait aussi le prix, entrer dans cette sphère, c'était signer un pacte encore plus profond. Ses pensées s'entrechoquaient. D'un côté, la peur, s'enfoncer encore plus loin, perdre ce qui restait de lui. De l'autre, une promesse, ne plus jamais être humilié, ne plus jamais être vu comme un simple pauvre inutile. L'enfant de 13 ans rejeté, le serveur humilié, l'homme brisé par Nadia, tous criaient en lui pour saisir cette chance.
Mais une voix faible, presque éteinte, lui murmurait « Jusqu'où vas-tu aller ?» Ibrahim se sentait au bord d'un précipice. Son âme voulait fuir. Son ego voulait régner. Et entre les deux, il ne savait plus lequel des deux était encore vivant. Jonas posa une main ferme sur son épaule. « Ibrahim, écoute-moi. Tu es déjà trop loin pour reculer. Autant monter plus haut. C'est la seule manière de survivre dans ce monde. » Ibrahim respira profondément, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, son regard était décidé. « D'accord. Présente-moi. » Jonas hocha la tête sans un sourire. Le lendemain, Ibrahim fut conduit dans une villa privée, loin des regards. Des hommes en costume l'attendaient autour d'une grande table. Ils le fixèrent longuement, comme pour jauger sa valeur. Ibrahim entra lentement, ses pas résonnant sur le marbre. Le serviteur venait d'entrer dans la maison des maîtres. Assis face à ces hommes puissants, Ibrahim sentit leur regard s'enfoncer dans son âme. Un d'eux brisa le silence. « On nous a parlé de toi. Tu veux plus que l'argent, n'est-ce pas ?» Ibrahim baissa légèrement la tête, sans répondre. Mais au fond de lui, la réponse était déjà claire. Il voulait tout. L'argent, le respect, le pouvoir. Même si cela signifiait s'éloigner à jamais de l'homme qu'il avait été. En sortant de cette salle, il savait une chose, il n'était plus seulement un produit vendu. Il devenait une pièce du jeu. Et ce jeu ne pardonnait rien. À 29 ans, Ibrahim n'était plus le serveur humilié ni même le jeune affichant son luxe sur Instagram. Il était devenu un homme public. Ses discours étaient retransmis à la télévision nationale, ses photos circulaient dans les journaux. On le voyait aux côtés de ministres étrangers, serrant des mains, souriant sous les flashs. Les foules scandaient son nom, les jeunes disaient « Voilà un modèle de réussite ». Il voyageait en avion privé, mangeait dans des salons dorés, dormait dans des hôtels où une nuit coûtait ce que sa mère n'avait jamais gagné en 10 ans. Tout le monde croyait à son conte de fées. Mais ce que personne ne voyait, c'était la nuit. Derrière ses discours, derrière ses sourires, Ibrahim vivait un théâtre permanent. À chaque conférence, il parlait d'espoir, de jeunesse, de mérite. Mais quand il rentrait seul dans ses suites de luxe, ses démons revenaient. Les applaudissements se transformaient en murmures. Le parfum des fleurs offertes devenait une odeur lourde, étouffante. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, un cauchemar surgissait. Des portes qui claquent, des silhouettes sans visage, des rires secs qui résonnent dans le noir. Ibrahim savait qu'il pouvait tromper le monde, mais pas son propre sommeil. Ces cauchemars le brisaient plus que toutes les humiliations passées. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadé d'entendre une voix lui dire « Tu n'es rien ». Dans son lit immense, il se sentait plus seul que dans sa petite chambre d'autrefois. Le respect qu'il avait gagné n'était qu'un masque. Les foules le voyaient comme un héros, mais lui se voyait comme un fantôme déguisé. Chaque nuit, il revivait la douleur de son premier pas dans cet engrenage. Et chaque matin, il se levait, mettait son costume 3 pièces et souriait, comme si rien n'avait existé. Alors, pour échapper à ces nuits, Ibrahim s'enferma de plus en plus dans le jour. Il multipliait les déplacements, les interviews, les conférences. Il acceptait chaque invitation, chaque voyage. Plus les caméras étaient braquées sur lui, plus il se sentait protégé de lui-même. Sur les plateaux télé, il parlait avec une assurance glaciale, comme un acteur devenu son propre rôle. Mais dès que les lumières s'éteignaient, le silence le dévorait. Ses journées devinrent une fuite en avant. Il croyait dompter ses cauchemars en les noyant sous les projecteurs. Mais en réalité, il ne faisait que les renforcer. Un soir, après un discours applaudi par toute une assemblée, Ibrahim rentra dans sa suite à New York. Il posa sa montre sur la table, retira son costume et resta torse nu devant le miroir. Il vit un visage fatigué, des cernes creusées, un regard vide. Il murmura à son reflet, « Qui es-tu devenu ?» La chambre était silencieuse, mais dans sa tête, une voix familière chuchota, « Un homme respecté, mais jamais en paix. » Ibrahim s'assit lourdement, le visage entre ses mains. Il savait que plus il montait, plus ses nuits seraient peuplées de fantômes. À 30 ans, Ibrahim était au sommet. Ministre reconnu, invité dans les plus grands sommets, couvert de respect.
Les médias le présentaient comme un symbole d'ascension sociale, un miracle vivant. Son nom circulait dans les dîners mondains, ses photos inondaient les réseaux. Aux yeux du monde, il avait gagné, il avait l'argent, le pouvoir, le respect. Mais au fond, Ibrahim sentait un vide immense. Chaque soir, en ôtant son costume sur mesure, il se retrouvait face à un silence plus lourd que les insultes de son passé. Il avait tout. Mais ce tout sonnait creux, presque ridicule. Un soir, il s'installa seul dans son immense salon vitré, un verre de whisky à la main. Il regardait les lumières de la ville scintiller au loin. Chaque immeuble brillait comme une promesse tenue, mais aucune ne l'apaisait. J'ai de l'argent. J'ai des voitures. J'ai du pouvoir. Il prononça ces mots à haute voix, comme pour s'en convaincre. Mais le silence de la pièce répondit, « Et alors ?» Ce fut comme une gifle. La vérité se dévoilait, il avait réussi à acheter tout ce que les autres désiraient, sauf la paix intérieure. Le luxe ne guérissait aucune cicatrice. Ibrahim se revoyait à 13 ans, rejeté pour sa pauvreté. À 18 ans, humilié par ses échecs. À 24 ans, méprisé comme serveur. À 26 ans, brisé dans des chambres d'hôtel. Chaque étape de sa vie avait été un sacrifice, un morceau de lui arraché. Et aujourd'hui, qu'avait-il récolté ? Des applaudissements vides, des sourires hypocrites, des articles flatteurs qui ne connaissaient rien de sa vérité. Il avait cru que le respect était la récompense ultime. Mais ce respect était un masque qu'on lui accordait parce qu'il jouait le rôle imposé. En lui, un murmure commençait à naître. Ce murmure, Ibrahim finit par l'entendre clairement, à quel prix ? 3 mots simples, mais qu'il écrasait comme une montagne. Chaque fois qu'il signait un contrat, qu'il donnait un discours, qu'il posait pour une photo, la question revenait, à quel prix ? Il tenta de l'étouffer dans les voyages, les banquets, les plaisirs. Mais plus il fuyait, plus la voix grandissait. Alors, il se mit à écrire. Des phrases brèves, rageuses, qu'il déchirait aussitôt. Comme si avouer sa vérité pouvait le tuer. Ibrahim comprit qu'il n'était pas en train de vivre. Il survivait sous un masque doré. Cette nuit-là, il se leva brusquement, ouvrit la grande baille vitrée et contempla la ville endormie. Le vent frais le frappa au visage, mais il ne ressentit rien. Ses lèvres bougèrent à peine, mais il se surprit à murmurer, « J'ai tout, mais j'ai perdu moi. » Ses mains tremblaient sur la rambarde. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il refusait de laisser couler. Pour le monde, il était un modèle de réussite. Pour lui-même, il était une énigme sans solution. Le murmure résonna encore une fois, implacable, déchirant, à quel prix ? Et Ibrahim sut qu'il n'aurait jamais de repos. Le scandale éclata comme une bombe. Des rumeurs se mirent à circuler dans les journaux et sur les réseaux, détournements, affaires secrètes, financements occultes. Des noms furent cités, des visages apparurent. Et au milieu de cette tempête, celui d'Ibrahim surgit. Son image, autrefois symbole de réussite, se fissurait. Les journalistes, les opposants, le peuple demandaient des réponses. Ibrahim, 30 ans, se retrouva acculé. Dans les couloirs du pouvoir, des regards devenaient fuyants, des alliés se taisaient. Son ascension fulgurante éveillait désormais la suspicion. Ce n'étaient plus des applaudissements qui l'attendaient, mais des crocs prêts à le dévorer. Un soir, dans son bureau ministériel, un homme en costume entra sans frapper. Son visage était fermé, sa voix glaciale, « Tu sais très bien ce qu'il ne faut pas dire. » Ibrahim le fixa, confus. L'homme se pencha, « Si tu ouvres la bouche, tu disparais. Si tu parles, tu n'existes plus. Tu sais comment fonctionne ce monde. Ici, la vérité ne libère pas, elle enterre. » Il posa une main lourde sur son épaule. « Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce que tu as signé, ce que tu as accepté. Tu n'es pas libre. Tu n'as jamais été libre. » Ibrahim sentit son cœur se serrer. Tout son corps tremblait, mais pas de peur seulement, de rage aussi. Toute sa vie, il avait couru après le respect, et maintenant, on lui rappelait qu'il n'était toujours qu'un pion. La nuit suivante, il resta éveillé, assis dans l'obscurité de sa chambre. Ses pensées tournaient en boucle. Devait-il avouer, exposer la vérité, se libérer du pacte ? Ou se taire,
Se protéger, mais continuer à vivre dans cette prison dorée? Chaque option avait le goût d'une mort. Ibrahim n'avait jamais été aussi riche, mais jamais aussi proche du gouffre. Les jours suivants furent une torture psychologique. Des coups de fil anonymes à 3 heures du matin, des messages courts, ferme-la. Des silhouettes stationnées devant son immeuble, des voitures qui le suivaient. Ibrahim sombrait. Il se regardait dans le miroir et répétait, « Tu n'as plus de choix ». Mais en lui, la colère grondait. Devant les caméras, il affichait son sourire de ministre, parlait avec assurance. Mais chaque mot sonnait faux. Chaque phrase était une corde qui se resserrait autour de son cou. Ibrahim se sentait traqué, piégé, écrasé entre deux mondes qui exigeaient tous deux son silence. Une nuit, incapable de dormir, il se leva et marcha jusqu'à son bureau. Sur la table, des dossiers secrets l'attendaient. À côté, une simple feuille blanche. Ibrahim s'assit, le stylo tremblant dans ses mains. Son esprit hurlait, « Parle, libère-toi ». Mais une autre voix, plus glaciale encore, répétait, « Tais-toi, ou tout s'effondre ». Il posa la pointe du stylo sur la feuille, hésita, leva les yeux vers le miroir accroché au mur. Le reflet lui renvoya un visage fatigué, vidé. Ibrahim murmura à voix basse, « Est-ce que je suis encore un homme, ou juste un masque ?» Au matin, Ibrahim prit sa décision. Il ne parlerait pas. Le silence serait son armure. Face aux caméras, il répondit aux questions des journalistes avec des phrases lisses, sans rien révéler. Dans les coulisses, il se contenta d'un signe de tête aux hommes du cercle. Ils comprirent. Le pacte était respecté. À partir de ce jour, les menaces disparurent. À la place, les portes s'ouvrirent. Ibrahim fut invité dans des cercles encore plus fermés, aux côtés de présidents et d'hommes d'affaires internationaux. Son ascension s'accéléra. Mais derrière ses sourires de façade, son regard s'assombrissait, de plus en plus vide. Quelques semaines plus tard, Ibrahim se retrouva assis à une table ronde, entouré de figures qu'il n'avait vues autrefois qu'à la télévision. On lui parla de réformes, de projets internationaux, de contrats qui valaient des milliards. Les flashs crépitaient, les applaudissements fusaient. Ibrahim hocha la tête, signa des documents, posa pour les photos. Le monde entier le voyait comme un jeune prodige politique. Mais à l'intérieur, il ne sentait rien. Chaque main qu'il serrait était froide. Chaque sourire qu'il affichait lui paraissait forcé. Il avait tout gagné en apparence. Mais en réalité, il avait perdu le droit d'être lui-même. La nuit, dans sa suite silencieuse, Ibrahim se tenait souvent devant la glace. Il observait ses yeux. Plus aucune étincelle, plus aucune flamme. Seulement un regard vide, fatigué, comme si son âme avait déserté son corps. « Tu as réussi », se murmurait-il. « Tu as prouvé que tu valais plus que rien. » Mais la voix intérieure répliquait aussitôt, « Tu n'as pas prouvé ta valeur. Tu as seulement prouvé que tu pouvais obéir. » Ces mots le déchiraient. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Ibrahim comprit qu'il était devenu un masque, brillant à l'extérieur, mais creux, fissuré à l'intérieur. Alors, pour survivre, il choisit d'accepter cette nouvelle identité. Plus de rébellion, plus de lutte. Juste l'acceptation froide de son rôle. Ibrahim n'était plus un rêveur, ni un révolté. Il était une pièce du puzzle, un pion utile. Et plus il jouait ce rôle, plus il montait. Les journaux titraient sur sa réussite, les foules l'acclamaient, ses ennemis politiques le craignaient. Mais à chaque pas vers le sommet, une porte se fermait derrière lui. Il le savait, il n'y aurait plus de retour possible. Le garçon de 13 ans était mort depuis longtemps. Ne restait que le ministre sans âme. Un soir, après un sommet international, Ibrahim se retrouva seul, face à la baie vitrée de son hôtel. La ville brillait sous ses pieds, vaste et indifférente. Il posa une main contre le verre froid et murmura, « Tout ça, et pourtant, rien ». Son reflet lui renvoya un visage figé, les yeux vides, sans éclat. Le silence lui répondit, implacable. Ibrahim comprit qu'il avait franchi un seuil définitif. Il ne parlait plus, il ne vivait plus, il fonctionnait. Le monde l'avait couronné, mais il avait enterré son âme. Le pacte était respecté. Le prix payé.
Et il n'y avait plus de retour. À 31 ans, Ibrahim apparaissait aux yeux du monde comme un ministre exemplaire. Ses discours résonnaient avec force, son sourire inspirait confiance, son allure imposait le respect. Les caméras captaient son assurance, les foules voyaient en lui l'incarnation d'un rêve devenu réalité. Il était riche, puissant, entouré d'admiration. Les enfants du quartier prononçaient son nom avec fierté, les journaux titraient sur son ascension fulgurante, et même ses anciens détracteurs n'osaient plus l'insulter. Pour tous, Ibrahim avait gagné. Mais dans le silence de ces nuits, une vérité plus cruelle se dressait. Dans sa chambre aux murs immaculés, le ministre retirait son costume et retrouvait le poids de ses cauchemars. Le miroir lui renvoyait un visage sans éclat, des yeux vides, usés avant l'âge. À chaque fois qu'il s'allongeait dans son lit trop grand, il entendait encore les rires de ceux qui l'avaient brisé, les voix des clients qui l'avaient réduit à un objet, les insultes de Nadia résonnant comme un écho éternel. Ibrahim possédait le monde, mais il n'avait plus rien de lui-même. Il avait cru que l'argent effacerait la douleur. Il avait cru que le pouvoir comblerait le vide. Mais plus il montait, plus il découvrait que chaque marche coûtait une part de son âme. Aujourd'hui, il n'était plus le garçon rêvant de respect, ni l'homme humilié qui jurait de se venger. Il était devenu une statue, solide à l'extérieur, creuse à l'intérieur. Car le luxe n'est jamais gratuit. Le succès n'est jamais offert. Ibrahim l'avait appris dans sa chair, le luxe n'a pas de prix fixe. Il se paie toujours avec ce que tu as de plus précieux. Lui avait tout payé, son innocence, ses rêves, son amour, sa paix. Et à 31 ans, dans le silence oppressant de ses nuits, Ibrahim savait que cette dette, lui seul la porterait jusqu'à la fin.